plus attendre, je vous propose de commencer par rentrer dans l'œuvre de Benoît Dutertre par une lecture d'un extrait de son dernier roman, Ma vie extraordinaire. Mais regarde-moi ces connards! Des motards bloquent l'accès au col de la Schnourt. Ils manifestent contre le projet d'élus alsaciens qui prétendent limiter leur accès à la route des crêpes. Chaque week-end, les chauffeurs de toute l'Europe empruntent cette voie au sommet de la montagne, où ils roulent à 100 à l'heure, entre pâturages et forêts, dans un monstrueux tintamarre qui anéantit toute poésie. Donc c'est un extrait du début du roman Ma vie extraordinaire. Ouais, c'est même carrément le début, en fait. C'était un peu bizarre de commencer un roman par la phrase « espèce de connard ». Mais finalement, ça marchait assez bien pour cette scène où je me ridiculise un peu moi-même avec mes agacements, mon mauvais caractère, mais en même temps, c'est une façon d'entrer dans les Vosges qui sont au cœur de ce livre, et notamment le lac de Longemer, qui pour moi, évoque toute une longue histoire familiale et personnelle. Alors peut-être pour commencer un petit peu à cerner une partie de la masse des écrits. Ça me fait peur, je ne pensais pas que j'en avais écrit autant. Et pourtant, il y en a à peu près la moitié de toute sa production. Voilà. J'aimerais envie de commencer par les titres. Parce qu'en fait, il faut reconnaître, je ne vous ai pas raconté, Benoît, mais il y a 2-3 ans, je me suis fait offrir un livre à Noël. Et tout le monde m'a regardé avec des yeux grands comme ça, quand j'ai déballé livre pour adultes. Ah oui. Alors, si je prends un petit peu les romans, donc, Ma vie extraordinaire, en toute modestie. Oui, mais curieusement, d'ailleurs, je me rappelle une émission de radio, Masque et la plume, où visiblement un des critiques pensait que c'était une chose prétentieuse, effectivement, de dire Ma vie extraordinaire. Et évidemment, c'est le livre, au contraire, sur le récit de ce que ma vie a de banal, mais de ce qu'il y a d'extraordinaire dans la banalité d'une vie. Donc, c'est pas du tout l'histoire de dire, regardez, j'ai une vie pas comme les autres, c'est justement, j'ai une vie comme les autres, mais en même temps, dans cette vie comme les autres, il y a des tas de choses extraordinaires qu'il faut apprendre à saisir. Donc c'était évidemment un titre ironique, mais il faut toujours se méfier des titres ironiques, j'ai remarqué, parce que les titres sont presque toujours lus au premier degré. On est toujours tenté de faire des jeux de mots dans les titres, ou de faire de l'ironie dans les titres, mais c'est pas toujours forcément une bonne idée. Et celui-ci, En marche. C'est ça, n'est-ce pas? En marche était un petit conte philosophique dans l'esprit de Candide, j'espère, enfin beaucoup moins bien, mais voilà, où un jeune député qui veut refaire le monde part dans une petite principauté d'Europe centrale qui est une espèce de modèle à ses yeux. Et c'était pas spécialement pour me moquer de Macron ou d'En Marche, mais d'une certaine vision de la politique, d'une certaine transformation du monde. Voilà, que je raconte un peu à travers une petite principauté imaginaire. Mais voilà. Quant à dénoncez-vous les uns les autres. Non, encore une réflexion ensemble, n'est-ce pas? Oui, alors dénoncez-vous les uns les autres, c'est un livre récent. Ça, c'est toute une anticipation, où j'imagine. Vous savez, aujourd'hui, on est autant un peu du woke, de la transparence, des réseaux sociaux, et tout le monde, avec plus ou moins de raison, dénonce des choses qui se sont produites il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qu'on ressort. Il y a des espèces d'accusations publiques qui sortent comme ça, dont les accusés ne peuvent pas toujours se défendre, même si parfois ils sont réellement coupables, etc. Et donc j'ai imaginé une petite fiction qui se passe dans quelques années où ce serait encore pire, c'est-à-dire où la loi obligerait d'une certaine façon à dénoncer tout comportement déviant en matière de sexisme, de discrimination, etc. Par le biais d'Internet, et où du coup, au fond, la moitié de la population se retrouverait accusée, coupable et quasiment dans l'incapacité de se défendre. Bon, il n'y a pas que des titres comme ça, on a aussi d'autres comme À nous de Paris, qui nous rappelle Rastignac, ou L'été 76, qui là, pour le coup, parle bien de, très autobiographique. Voilà, de cette période de 76. Alors justement... Merci de me parler des titres, parce que c'est compliqué les titres. Parfois, on a le titre... avant même d'écrire un livre, on a une idée, on sait comment ça va s'appeler. Parfois,
on cherche des titres au fur et à mesure, parfois on arrive avec un titre qui n'est pas très bien, qui ne plaît pas à l'éditeur, et on fait des listes de titres, on les envoie à des amis, écrivains, etc. Enfin, et il y a tout un travail autour des titres quand même qui est important. Voilà. Et vous savez, ce que vous dites, au fond, on pourrait simplifier en disant que j'ai beaucoup écrit depuis de nombreuses années. Je crois que je suis un écrivain, j'ai un public fidèle, qui n'est pas le très grand public, mais qui est un bon public, qui suit les livres d'un livre à l'autre, vous voyez, les livres sortent en poche, sont traduits, etc. Mais c'est aussi ça la littérature, c'est pas seulement les best-sellers, les très grands succès. J'ai eu quelques bons succès, mais j'ai aussi surtout ce public très, très fidèle et assez nombreux pour que je puisse faire ce travail depuis tant d'années. Ouais. Donc une thématique qui revient quand même beaucoup, c'est l'autobiographie. Plus ces dernières années. Oui, surtout dans les derniers, mais même avant, plutôt sous la forme d'une autofiction. En fait, voilà, vous nourrissez de votre histoire personnelle pour nous raconter beaucoup de choses dans les livres. Oh, j'avais même fait une espèce de petit classement de mes romans. Quand on commence à en avoir fait beaucoup, il faut classer. C'est plus simple, on se retrouve mieux. Dans celui-ci d'ailleurs. Oui. Et donc je disais qu'il y avait d'abord des romans, oui, ce que j'appelais mes romans fantaisistes. C'est mes premiers romans. Ça n'a pas d'inspiration autobiographique, mais c'est assez loufoque. Et c'est d'ailleurs un de ces premiers romans qui s'appelle À propos des vaches, qui était mon premier livre très vosgien, justement. Et puis après, j'ai écrit des romans plus réalistes, des romans au sens plus classique du terme, à la troisième personne, des fictions comme Gaieté parisienne, Les malentendus, etc., La rebelle, qui sont des livres sur la société moderne, des livres un peu satiriques. Et puis après, j'ai écrit des livres d'anticipation, de vraie fiction, comme justement En marche, ou Dénoncez-vous les uns les autres. Et à côté de ça, des livres alors vraiment autobiographiques ces dernières années, qui sont comme une espèce de chronique de ma vie. Mais quand je dis que j'écris des livres autobiographiques, j'aime bien préciser que c'est pas, bizarrement, c'est pas tellement pour parler de moi, c'est pour parler du monde qui m'entoure, des personnages que j'ai rencontrés, c'est des autobiographies dans le sens où je me considère un petit peu comme le miroir de tout ce que j'ai vécu, de la transformation de la France depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la transformation d'un petit coin des Vosges, etc., des personnages d'autrefois, des personnages d'aujourd'hui, des gens que j'ai aimés. Et voilà, mes autobiographies, c'est vraiment des tableaux un petit peu du monde dans lequel j'ai vécu et de la façon dont il a pu changer depuis maintenant presque 60 ans. Et moi, effectivement, ma nature, si j'ose dire, la nature que j'aime, ce lien fort que j'ai avec la nature dans mes livres, il s'exprime à travers deux lieux qui sont d'un côté la côte normande, puisque je suis né au Havre, j'ai grandi là-bas, je suis très attaché à Étretat, auquel j'ai consacré tout un livre qui s'appelle Les pieds dans l'eau, la belle station 1900 de la côte normande. Donc ça revient souvent. Et puis l'autre côté, c'est les Vosges qui ont été le paradis de mon enfance, parce qu'à l'époque je détestais la Normandie, parce que j'y vivais, et pour moi le paradis c'était le Grand Valtin, dans les Hauts-de-Vosges, où j'arrivais pour les vacances, où je passais toutes les vacances, depuis l'année de ma naissance quasiment, et ça c'était le chemin vers le paradis, et inversement quand je rentrais au Havre, c'était un petit peu comme une descente aux enfers, quand on commençait à descendre le défilé de Stréture, à prendre la route de Saint-Louis, c'était comme si on retournait dans le monde normal. Et voilà, donc ces Vosges sont... Et en fait, voilà, cette plage du Havre et des États, et de l'autre côté cette forêt vosgienne, ça a été vraiment, en même temps, je dirais, mes premières sources d'inspiration, les lieux qui m'ont donné envie d'écrire, les choses que j'ai eu tout de suite envie d'essayer d'écrire et de faire partager. Quand j'ai commencé à lire Balzac, tout ça, c'était découvrir qu'une description, c'était pas forcément ennuyeux. Et qu'on peut s'attacher à montrer une réalité, un lieu, un décor, une gare, et que ça peut être à la fois intéressant, drôle, cruel, etc. Simplement de faire ce travail de description, et ça c'est très, très important aussi dans mes livres. Alors, au niveau des thèmes, j'ai un dernier petit que j'ai relevé, parce qu'en fait il y en aurait tellement, avec forcément une quarantaine de livres, j'en aurais beaucoup, mais pour rester sur les choses prioritaires, quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'imagination, alors débordante, que vous pouvez avoir dans certains livres. Donc, il y a la part autobiographique, mais il y a aussi, par exemple, on va nous parler de la Martyr Academy.
un genre de Star Academy, mais où on va voter pour le martyr qui va être exécuté. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'appelle La petite fille et la cigarette. Alors qui d'ailleurs lui a eu beaucoup de succès, pas tellement en France, mais partout dans le monde, il a été traduit dans toutes les langues. Et il est vraiment drôle et excellent. C'est un livre dans lequel, effectivement, dans la deuxième partie, les personnages sont enlevés par un groupe de terroristes, et les terroristes se passent au Liban, et au lieu de les exécuter froidement et simplement devant une caméra, les obligent à faire une espèce de concours de chant. Et c'est les perdants qui, au fur et à mesure, sont exécutés par le groupe terroriste jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et tout ça a été évidemment diffusé en direct sur les réseaux sociaux, ce qui est une espèce d'horreur pas tellement exagérée par rapport au monde fou dans lequel nous vivons. L'ordinateur du paradis. Extraordinaire. C'est un livre dans lequel il y a une espèce de bug informatique et tout le monde reçoit toutes les informations les plus indiscrètes, je dis, venues des ordinateurs de tous les autres, ce qui s'est plus ou moins produit d'ailleurs aussi parfois sur Facebook, mais là c'est poussé beaucoup plus loin et ça crée une espèce de véritable séisme évidemment dans la société. Et par ailleurs, oui, ça se passe en partie aussi à l'Opsis, Porte du paradis. Oui, d'ailleurs, le paradis, si vous voulez, un paradis que vous ne connaissez pas du tout, lisez l'ordinateur du paradis, vous verrez que c'est pas forcément ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je voulais qu'on puisse aborder aussi un petit peu le thème du style de votre écriture. Alors évidemment, on ne va pas faire une analyse stylistique très poussée, on va juste en dire 2-3 mots. Moi, ce que j'en ai ressenti de manière assez simple, c'est très rapide, fluide, ça se lit vraiment très facilement. Pas de nombreuses fioritures qui alourdissent les phrases, bien au contraire. En revanche, la précision sonne toujours vraiment juste. On a l'impression d'avoir le vrai quand on lit des romans de Benoît Ducteur. Même quand c'est de son imagination délirante, ça sonne vrai. Quoi. Bah, si c'est comme ça, merci, c'est ce que je voudrais. Mais c'est vrai que j'ai commencé par faire de la poésie, puis des textes de prose poétique, et puis je suis aussi d'une génération où on nous expliquait que l'important c'était de créer une écriture, que chaque écrivain devait inventer un style très singulier. Il y avait en plus en France énormément le poids des influences de Proust et de Céline, qui sont des deux immenses romanciers du XXe siècle, mais qui ont un style si génial que chacun finalement n'avait qu'une volonté, c'était d'essayer de se créer un style aussi original et aussi génial. Et donc j'ai été pris un petit peu là-dedans dans mes débuts, puis après j'ai fait une espèce de virage. Et effectivement, je crois que trop de style, d'une certaine façon, trop de fioritures, comme dit, ça empêche vraiment de raconter des histoires. Je pense qu'il faut un certain dépouillement quand même pour pouvoir faire vivre des personnages, des lieux, des intrigues. Et d'ailleurs des grands romanciers modernes, eux aussi, au contraire de Proust ou de Céline, comme je sais pas, Hemingway, Kafka et d'autres, Marcel Aimé, que j'adore, avaient des styles très, très purs, très simples, et ont inventé des histoires extraordinaires. Et donc voilà, j'ai essayé d'aller de plus en plus au contraire vers cette espèce de dépouillement qui n'en est pas moins travaillé, parce que pour que ce soit fluide, il faut quand même que ce soit musical en fait. Par exemple, effectivement, Ma vie extraordinaire, il y a cette nouvelle en 3 épisodes qui s'appelle Le loup de Belle-Briette. Mais en fait, à l'origine, c'est parce que quand j'avais 15 ans, j'allais toujours me promener dans la grande clairière de Belle-Briette, que sans doute vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Et je rêvais, j'imaginais, j'étais fou de ce lieu, qu'un jour je ferais construire une maison extraordinaire au milieu de la clairière de Belle-Briette, après avoir acquis tous les terrains, toutes les forêts, etc. Et donc ce rêve d'adolescent que j'évoque dans ce livre qui je parle de mes souvenirs vosgiens, tout d'un coup, je le développe dans une fiction. Voilà, c'est une espèce de jeu comme ça qu'on retrouve assez souvent, en tout cas dans ces 2 livres très importants pour moi, qui sont effectivement livres pour adultes et qui sont mes 2 livres très vosgiens, justement. Après, il y a d'autres livres où on ne sait pas si ce sont 2 histoires qui vont se rejoindre, ou si souvent aussi. Voilà, est-ce qu'on a régulièrement cet aspect-là? Dans La petite fille et la cigarette, ce sont 2 histoires, effectivement, qui arrivent à se rejoindre à la fin. Le point de départ de La petite fille et la cigarette, qui avait beaucoup plus, je crois que c'est pour ça que le livre a été beaucoup traduit, c'est que ça commence dans une prison où un type doit être condamné à mort. Au moment où il va être condamné à mort, on lui demande quelle est sa dernière volonté, et il dit qu'il voudrait fumer une cigarette.
Or, le pénitencier est devenu entièrement non-fumeur. D'ailleurs, vous avez écrit « La modernité, c'est un pouvoir d'imagination, d'exploration, d'affranchissement de l'esprit, mais aussi une force tyrannique, oppressante et destructrice qui s'est imposée aveuglément. » Mais on en a souvent parlé avec Kundera, d'ailleurs c'est surtout dans le domaine de l'art, c'est très frappant, c'est-à-dire que moi j'adore l'art du début du XXe siècle parce que ce sont des artistes, des compositeurs, des poètes, Apollinaire, Stravinsky, Picasso qui imaginent des choses, et puis j'ai souvent l'impression qu'après, dans la fin du XXe siècle, toute cette modernité est devenue une espèce d'académisme, d'un système où tout le monde fait toujours la même chose pour avoir l'air moderne, où les poètes font du Rimbaud, où les plasticiens imitent Marcel Duchamp en croyant qu'ils sont encore révolutionnaires, etc. Donc il y a cette espèce de renversement de la modernité qui était d'abord une forme d'émancipation et qui devient une forme de tyrannie. Voilà. Mais j'avais écrit aussi, je sais pas, par exemple pour les moyens de transport, hein, comment l'automobile ou l'aviation ont d'une certaine façon libéré l'homme, ils lui ont ouvert des horizons, et après comment ça se transforme dans une espèce d'industrie qui détruit la planète, qui transforme le tourisme en industrie de masse, etc. Il y a toujours un peu ces deux temps de la modernité comme ça qui sont assez présents dans mes livres. C'est peut-être de là que vous est venue l'impression, enfin à ce moment-là, vous êtes plus encore passionné pour la belle époque, les années folles, qui ont été un peu justement méprisées, mises sous le tapis pendant longtemps. Et donc j'en profite tout de suite, je fais la pub, hein, parce que c'est le dernier qui est sorti au mois d'août, je crois fin août dernier, le dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles. Alors ce n'est pas un roman, c'est un dictionnaire amoureux. Et vraiment, quand on est amoureux, l'autre le sent, hein, parce que le lecteur, là, je peux vous garantir que quand il lit ça, il se régale. Ce sont des petits articles qui sont assez courts, qui font 2-3 pages, rarement plus, et sur tout un tas de sujets qui concernent la belle époque et les années folles. Donc la belle époque, on va dire, c'est plutôt au début du XXe siècle, avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale, les années folles plutôt l'entre-deux-guerres. Ouais. Voilà. Et vraiment, vous allez découvrir une mine de pépites, de choses passionnantes. Voilà, par exemple, je sais que vous aimez Alphonse Allais, alors là il y a un article élogieux. Il y a Alphonse Allais, il y a Sacha Guitry, il y a Jules Renard, il y a Debussy, Ravel, Picasso, Stravinsky, il y a aussi la Tour Eiffel, les brasseries, les gares justement. Et c'est l'âge d'où il y a d'ailleurs un grand article sur les inventeurs. C'est ce que j'appelle, c'est la modernité que j'aime, c'est celle des premiers inventeurs, des frères Lumière, de Clément Ader, etc. Toutes ces choses qui vont devenir des grosses industries par la suite, mais là c'est vraiment l'âge de l'imagination. Je ne comprends pas. On a toujours élevé nos bêtes comme ça par ici, on n'est jamais tombé malade. Non, monsieur Schweitz, vous n'êtes pas tombé malade et vous n'avez rien fait d'illégal. Mais la planète est malade. Et vous aggravez sa maladie sans le vouloir. C'est pourquoi elle va si mal. Chaque jour, le méthane s'accumule dans l'atmosphère et met la survie de notre planète en danger. Avec les deux en marche. Ça se passe, oui, dans un pays, ce petit conte qui s'appelle L'Art du génie, hein, mais en l'occurrence, là, je me suis quand même pas mal inspiré de mes propres expériences dans certaines fermes des Vosges. Sauvage, vous l'êtes aussi par votre profonde misanthropie. Vous ne vous souvenez même pas de vos amis. Quand vous en invitez un, vous dites « bon débarras » dès qu'il s'en va. Je cite encore « l'existence même d'un être humain trop près de moi m'apparaît vite insupportable. Je les méprise et je les hais. J'aboie contre les gêneurs, ceux qui se croient mes amis en se fiant à mon sourire. Par conséquent, je vous retourne votre question, posée dans Service Clientèle. Vous devriez vous interroger sur cette propension à râler tout le temps, à trouver le monde insupportable. L'hypothèse que je formulerai donc à la cour sera la suivante. Un banal Oedipe mal résolu. La vie extraordinaire, c'est Albert Camus, qui en 1950 à peu près, vient avec Maria Casares au Grand Valtin, à l'auberge de la Clanche d'Or, qui était la seule auberge du Grand Valtin, que j'ai connue encore petit. Il passe tout l'été là à écrire et à être avec sa maîtresse. Voilà, et ça, on ne connaît pas forcément ces petits chalets. Donc il y avait comme ça des gens qui venaient dans ces vallées perdues. J'ajoute, je cite dans le livre, c'est pas très
Emma pour les gens du village, mais Camille trouve que ces paysans sont absolument arriérés et épouvantables et en fait un portrait pas très généreux. Alors ça, c'est tout l'inverse de vous. Parce que vous les écrivez avec une délicatesse, comme si quelque part ils avaient tout compris à la vie. L'efficacité de nos services a permis de fouiller davantage vos messages, vos textos, votre courrier électronique, vos dossiers archivés à la mairie. Et nous y avons trouvé certaines déclarations édifiantes sur lesquelles vous serez satisfait de pouvoir vous expliquer. Voulez-vous que je vous les énonce? Il y a 10 ans, vous déclariez dans un tweet: le racisme, fort heureusement, a quasiment disparu dans notre pays. Et alors? Il me semble que je m'en réjouissais. Oui, sauf que ce n'est pas le point de vue des personnes racisées qui peuvent être blessées par de tels propos. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'Académie française? Honnêtement, j'avais jamais pensé à l'Académie française, mais j'y connais beaucoup d'écrivains qui sont des gens que j'admire, des gens sensiblement plus âgés que moi. Et il y a quelques années, un d'entre eux, qui s'appelle Marc Fumaroli, m'a voulu me pousser à me présenter. Et je me suis dit, après tout, voilà, je commence à avoir fait beaucoup de livres, ça pourrait être bien, pourquoi pas. Et je me suis présenté cette année-là contre Pascal Bruckner, qui est aussi un très bon écrivain. Et malheureusement, il faut avoir la majorité absolue à l'Académie, pas la majorité relative. Et donc, on a été élus ni l'un ni l'autre, on a eu 11 voix chacun, il en fallait 13 pour être élus. Alors, pour terminer la soirée, déjà, je vais vous remercier, vous. Je vous remercie bien sûr, évidemment, Merci à votre invité.